écrivain au Maghreb, que ce soit de langue française ou de langue arabe, auquel on peut accorder du génie, c'est bien Kateb Yassine. Son œuvre Nejma, son roman, ou son long poème, est quelque chose qui a joué un rôle extraordinaire dans la littérature maghrébine. Nejma, si ma mémoire est bonne, est sorti en 1956, je crois. Mais Nejma, pour la première fois, est l'œuvre qui portait sur le plan littéraire ce sentiment de revendication d'une authenticité, d'une spécificité nationale. À l'école française, j'ai vite compris que la supériorité des Français résidait dans leur langue. J'étais heureux d'apprendre tout ce que j'apprenais. Et quand je rentrais chez moi, c'était tout autre chose. C'était l'Algérie, c'était la langue arabe, c'était ma mère en Gondoura. C'était vraiment deux mondes qui se combattaient en moi tous les jours. Et j'ai compris à ce moment-là que si je voulais dominer cette situation, il me fallait absolument être le meilleur en français. Parce que c'était la seule manière d'éviter d'être en état d'infériorité. Ce qui était notre sort en général dans toute la vie. Et puis bon, c'est vrai que c'est devenu effectivement tout au long de ma vie un fil conducteur jusqu'au moment où la guerre ayant éclaté, ma tâche à moi, c'était de dire dans la langue française, dans une œuvre littéraire, de dire aux Français ce qu'était cette Algérie, qu'ils niaient, puisqu'ils disaient qu'elle était française. C'est ce que j'appelle la gueule du loup. C'est le bienfait de la contradiction. Il n'y a rien de mieux que la contradiction. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer ce qui était contraire. Parce que c'est ça qui te réveille. C'est vraiment le coup de poing qui te rend à toi-même. Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. Ici est la rue des Vandales, des fantômes, des militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère en crue où je puisse rendre l'âme sans la perdre. Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue. Ici est la rue de Nejma. Il vit en Algérie jusqu'en 1951, puis parcourt l'Europe pour une longue errance, obsédé par Nejma, devenant ainsi la jeunesse emblématique de son œuvre et par là même un mythe. Si on voyait par exemple dans le flot des émigrés, les valises des émigrés, c'était vraiment un long poème. Parce que les valises des hommes modernes et des bourgeois et des petits bourgeois se ressemblent en général, elles sont pimpantes. Les valises des émigrés, d'abord elles ne se ressemblaient pas, elles étaient cocasses, elles étaient tragiques, elles étaient... souvent c'était même pas des valises, c'était des cartons, des sacs. Mon premier séjour à Paris, j'ai été hébergé par un vieux compatriote dans une cave où il y avait vraiment les épaves de la société algérienne en exil. La plupart étaient analphabètes. Et je suis devenu leur écrivain public. Je crois que ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est qu'avant d'être un écrivain tout court, j'ai été un écrivain public. C'est-à-dire que j'ai écrit les lettres de ces analphabètes, de ces chômeurs, de ces malheurs, de ces hommes qui me confiaient leurs secrets de famille. Et chez nous, c'est terriblement important d'entrer dans les secrets de famille de quelqu'un. Ça donne une position telle qu'on parle avec les gens et les gens vous parlent. Et on finit par devenir la conscience même de la rue. Et non seulement cette rue, qui était une longue rue que j'ai organisée finalement pour
le Front National Démocratique, une des premières versions de ce qu'allait devenir le FLN. J'ai réussi à organiser toute cette rue, justement du fait que j'étais devenu l'écrivain public. Les années 47, 48. Ah, oui. Lui, je le connais, il rendait des services déjà aux gens. C'est un écrivain public. Et il était un écrivain public, oui. Tu lui amènes une lettre, il va écrire à la sécurité sociale, au congé payé, il est serviable formidable. Vous avez son familial? Ah oui, c'est vrai. L'exil, c'est une condition première même dans notre pays, parce que celui qui est en exil, il pense encore plus à son pays que celui qui est dedans. Parce qu'il lui manque. Comme le manchot qui n'a pas de bras, il sent le bras qui lui manque encore plus que celui qui l'a. Le mouvement de libération, le mouvement pour l'indépendance, est né ici, dans l'immigration. C'est pas en Algérie, c'est ici. Les sous-prolétaires, les expatriés, qui étaient vraiment dans la gueule du loup et qui pensaient nuit et jour au pays, ce sont les artisans du mouvement pour l'indépendance. Peuple français, tu as tout vu, oui. Tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui. Tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? En France, c'est une terre où la révolution qui s'est produite est sœur de notre révolution et de toutes les révolutions du monde. Et la révolution n'est jamais finie, n'en déplaise à M. François Furet, puisque en France, maintenant, on nous dit presque tous les jours que la révolution est finie. Mais ça, c'était des choses qu'on disait déjà en 89, quand le roi était encore sur le trône. On disait, ça y est, la révolution est finie. Et puis Napoléon l'a dit à son tour. Bon, et maintenant, on nous le dit, mais non, elle n'est pas finie, elle n'est pas morte. Debout, debout. La francophonie, au départ, chez nous en Algérie en tout cas, procédait d'un faux désir de nous rendre français. Pour nous, la francophonie est irrémédiablement liée au colonialisme. La francophonie en tant que machine politique. Alors celle-là, moi, cette francophonie-là, je m'en désolidarise, je la combats. Mais par contre, la langue française ne peut pas être aliénante quand on veille à respecter son génie propre, qui est un génie de libération et non pas d'aliénation. On pratiquait la langue française de manière libératrice, oui. La pratiquer pour continuer à être un objet du néocolonialisme, non. Il n'y a pas si longtemps, la littérature française se faisait en latin. Il y a eu des voyous comme Villon qui ont révolutionné la langue. Il y a eu Rabelais. La langue est devenue populaire. C'est comme ça qu'elle a été à la hauteur de son temps, parce qu'une langue appartient à un peuple. Elle ne peut vivre qu'en s'enracinant dans le peuple, y compris en étant violée par ce peuple. La langue, c'est comme l'amour, elle a besoin d'être violée. Il faut la violer. On ne crée une langue qu'en la violant. Et le peuple, lui, il s'y entend en viol linguistique. Ô funèbre oraison, en vain nous décousons nos pantalons et nos blousons, noirs de vermine à foison qu'en pure perte nous écrasons, à nulle norme ne suffisons et nulle annonce ne lisons, et jamais plus n'arabisons. En langue adverse nous jasons, quel feu d'enfer nous attisons, pas le visage de prison, nulle pantoufle ne biaisons, et nulle bourse ne puisons, aucune carte ne misons, jamais nous ne visons, nul manteau de vison, nous ne biaisons, ni ne lésons, ni de force n'usons, ni ne rusons. En 1971, Kateb Yassine retourne en Algérie, abandonnant le champ de la littérature française pour se consacrer au théâtre populaire. Quand nous sommes arrivés en Kabylie, ma mère se croyait en exil. Et je me souviens, il y avait une petite fille qui nous apportait de l'eau. Alors la petite fille a dit, je crois, le mot berbère qui dit soumat, ça veut dire frais, de l'eau fraîche. Elle disait à ma mère, je vais t'apporter de l'eau fraîche. Mais comme le mot samt en arabe signifie fade, ma mère a compris qu'elle voulait lui apporter de l'eau fade, saumâtre.
Alors, comme elle n'était pas contente d'être loin de la famille, elle a fait un scandale à mon père en lui disant, regarde, tu m'emmènes chez les Kabyles, une petite fille de rien du tout, elle va me porter de l'eau saumâtre. Le mal de l'Algérie, c'était ça. Puisque, entre-temps, j'étais obligé, moi, d'apprendre le français. Et je ne pouvais même plus communiquer avec ma mère. Je m'étais adressé aux Français et aux francophones dans le monde. Ça faisait quelques dizaines de milliers de lecteurs. C'était beaucoup. Oui, mais mon peuple, l'Algérie. Les langues populaires de l'Algérie, ce n'est pas le français. Le français est une des langues de l'Algérie, mais c'est une langue savante, une langue d'école, d'université. Par contre, les langues populaires, c'est la langue arabe populaire et tamazight. Je crois que le moment est venu de penser sérieusement à enseigner cette langue dans toute l'Algérie, que tous les Algériens la comprennent. Parce que c'est leur langue, c'est la langue de leur histoire, de leurs ancêtres, de leur vie, de leur musique, c'est la langue maternelle. Ça veut dire beaucoup dans l'histoire d'un pays. Et ceux qui vraiment se prétendent des patriotes algériens, quand ils agressent cette langue, quand ils la proscrivent, quand ils l'empêchent d'être enseignée, quand ils lui ferment les issues et quand ils en ont honte et peur, je crois que c'est vraiment une question importante. J'ai eu la chance de rencontrer un ancien maquisard, Ali Zamoum. Ça a été extraordinaire, cette rencontre du maquisard et de l'écrivain. Nous nous sommes rencontrés au moment où la question du pétrole se posait et où le gouvernement français utilisait notre immigration, puisque nos émigrés envoyaient de l'argent à leur famille, il utilisait notre immigration pour nous empêcher de nationaliser notre pétrole. Alors à ce moment-là, il fallait faire une pièce sur les immigrés. Et j'ai fait Mohamed prend ta valise, à ce moment-là, dans la langue populaire avec cette jeune troupe. Et je me suis aperçu que je pouvais très bien m'exprimer en arabe populaire. Bon, le fait que ma longue absence, mon exil prolongé, bon, m'a un peu handicapé au début. Mais quand je cherchais un mot, une phrase, une tournure, il y avait 10 personnes pour me le dire. Istanbul, à côté de Bomoto, Péro, à côté de Péro. وبقيت تما حتى ل 72 كان واحد الوقت داروا مسرحيه محمد بران تفاليز. الور انا في هذيك الساعه ما شتيتش هذيك المسرحيه جيت روحت من هذيك ما رجعتش لفرنسا دخلت للثوره الجزائريه. Et c'était extraordinaire parce que je me souviens, par exemple, une fois, on a fait une tournée qui a duré 5 mois. Ça s'est jamais fait au théâtre, ça. Mais une tournée où nous avons touché 70 000 immigrés. Et les immigrés vraiment au plus bas de l'échelle. Bon, ceux qui balayent les trottoirs, ceux qui couchent dehors, ceux qui... Bon. Et une fois, je me souviens, on avait été dans une cité, parce qu'on ne jouait pas dans les théâtres, on allait voir les immigrés là où ils étaient. On avait été dans une cité et on avait distribué un prospectus. Comme les travailleurs n'étaient pas là, ils étaient au travail, on a mis le prospectus sous la porte. Quand ils se sont fait lire le prospectus, Mohamed prend ta valise, ils ont cru que c'était un arrêté d'expulsion. Et certains ont fait leur valise, vraiment, ils sont rentrés. C'était vraiment terrible. Et nous avons touché, en 5 ans, nous avons touché plus d'1 million de spectateurs. Après, on nous a considérés comme dangereux, bien sûr, et on nous a exilés à l'intérieur du pays. Alors que Serrault, en France, se débattait depuis 4 ou 5 ans, et qu'il essayait par tous les moyens de monter cette pièce, Le Cadavre encerclé, qui était la première pièce qui s'attaquait à la guerre d'Algérie sans fioriture, avec une véhémence, sur un ton direct, en mettant les pieds dans le plat carrément. Et les Français en avaient besoin, et nous aussi. Et en France, c'était impossible. Mais en Belgique, ça a été possible. La force de son théâtre, c'est qu'elle nous oblige, nous autres Français, en particulier Européens, d'une manière plus large, elle nous oblige à être vus par les autres étant le tiers-monde. La force des auteurs comme Kateb, c'est brusquement de nous ouvrir d'autres visions de l'histoire. Il me paraît neuf parce qu'il rompt radicalement avec tout ce que nous avons joué depuis 15 ans, aussi bien du côté de Brecht que du côté de Beckett, Ionesco et Genet, parce qu'il est issu profondément d'une situation nouvelle, différente.
cloches, c'est terrible. Pour moi, ça me rappelle justement, quand nous étions enfants, ça me rappelle le triste rôle des religions, parce que quand on entendait les cloches, on se rappelait que les camarades d'enfance européens étaient chrétiens, parce que les cloches, c'est chrétien. De même que eux, certainement, lorsqu'ils entendaient le muezzin, ils devaient se rendre compte que c'était une autre religion. C'était quelque chose qui nous divisait déjà, qui nous séparait. Alors que, enfants, dans les jeux d'enfants, rien ne pouvait nous séparer, sinon les cloches et le muezzin. J'ai erré de pays en pays parce que je voulais, tout en militant pour le FLN, je ne voulais pas être manipulé, ni trop étroitement lié à l'organisation, je voulais rester libre. J'en faisais 10 fois plus pour le FLN, mais librement, sans aucun contrôle. Et ça, il fallait le payer. Il fallait le payer parce que pour rester libre comme ça, ben, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent et souvent, je ne savais pas où aller. Bien, je tournais en rond, je faisais des allées et venues d'un pays à l'autre, en m'appuyant sur la solidarité que je rencontrais d'un pays à l'autre. Si bien que souvent, je ne savais plus où j'étais. Je me souviens qu'un des souvenirs les plus tragiques, c'est une nuit où je me suis réveillé et où je me suis demandé où j'étais. Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le dire où j'étais. Et c'est comme c'était la nuit. Bon, il n'y avait pas le commutateur, je ne le trouvais pas. C'était un moment d'angoisse terrible, parce que j'étais réellement perdu là. Après, j'ai retrouvé le commutateur. Je me suis rendu compte que j'avais échoué dans une maison de curés franciscains à Hambourg. Lesquels curés faisaient la croix sur le pain avant de manger. C'était sinistre. Et je suis resté là 2 jours parce que c'était, je crois, un samedi. Après, il y avait le dimanche. Pas d'argent, pas de cigarettes. Bref, l'enfer. Et cet enfer s'est reproduit longtemps, souvent. Mais l'errance, ça aussi, c'est beau côté. Parce qu'on découvre des peuples, des pays, des langues. Des filles me soufflèrent du feu dans ma joue, et je dus apprivoiser ma force. J'agis en poète rusé. Je fis le barbare amadoué, et la misère se crut maîtresse de ma peau. Europe me couvrit de plumes dans l'espoir de me rendre tendre et beau. Pour la broche moderne, elle m'acheta un faux tam-tam. Mais j'étais un vieux sauvage. Je démasquais Europe et pleurais Nedjma. Au fond, l'Algérie, c'est surtout un désert. Le peuple, au départ, c'est un peuple de pasteurs. C'est un peuple qui marche, il marche derrière ses troupeaux. Donc il faut marcher pour vivre. Quand ils vivent dans l'immensité, ça les enivre. Et à la fin, ils ne peuvent pas imaginer de vivre autrement. Parce que l'espace, c'est la liberté. Même quand on ne mange pas, même quand on est pauvre, même quand on a froid et faim, on se sent libre. Et puis, ça développe la poésie. La profonde solitude dans laquelle on se trouve à ces moments-là aide beaucoup à se retrouver. Moi, je sais que quand je marche, j'ai des idées. C'est là que je rêve le mieux, c'est quand je marche. Oui, on veut découvrir le monde, c'est sûr, et on le découvre en marchant. Justement, ma première émotion poétique, moi, elle est venue en marchant. À la découverte d'un brin d'herbe devant une rivière, je me suis mis à marcher, et puis j'ai vu que la rivière, ça allait loin. Ça me rappelle beaucoup de choses, les ruines, parce que depuis que j'étais au lycée à Sétif, j'allais dans un jardin public où il y avait beaucoup de ruines romaines. Ensuite, dans l'Aurès et dans beaucoup de régions, dans l'Est en particulier, dans l'Est algérien, il y a énormément de ruines, jusqu'en Tunisie, de ruines romaines, qui montrent bien le passé, le long passé de l'Algérie, qui montre que l'Algérie a été souvent envahie, et que souvent, pour combattre un ennemi, elle devait s'appuyer sur un autre. Pour combattre Rome, elle devait s'appuyer sur Carthage. Pour combattre Carthage, elle devait s'appuyer sur Rome. Pour combattre le colonialisme français, elle devait s'appuyer sur l'arabo-islamisme. Et c'est une constante dans notre histoire que pour repousser un ennemi, nous sommes obligés de nous appuyer sur un autre. De sorte que dans toute notre histoire, il est rare, sauf dans les montagnes ou au Sahara,
de retrouver une Algérie véritablement libre qui n'ait jamais été occupée. Alors ici, par exemple, à Tipaza, le côté ouvert de l'Algérie éclate, surtout si on pense aux pages que Camus a consacrées à Tipaza, qui sont célèbres dans le monde. En tant qu'écrivain, bien sûr, je les ai lues, ces pages, elles sont très belles. Mais ce qui est frappant, c'est que ces pages célèbrent un paysage, mais pas un peuple. Et le peuple est absent de ce paysage. Et on remarque dans l'œuvre de Camus, en général, cette imposture. Parce qu'il faut bien dire que c'est une imposture, étant donné qu'il a représenté l'école d'Alger et l'Algérie dans la littérature française. Et étant donné que pour les Français, l'Algérie, c'était Camus. Dans le roman qui s'appelle L'Étranger, il y a un seul personnage qu'il essaye de faire vivre, qui est algérien, qui s'appelle Saïd. On le voit pendant quelques pages, et puis après, il disparaît, il le tue d'un coup de soleil, il n'arrive pas à le faire vivre. Alors que chez un autre écrivain qui, lui, pourtant raciste, c'est un colon du sud des États-Unis, c'est Faulkner, William Faulkner, il est hanté par le nègre, il le hait, il se bat avec lui, et dans un roman comme Lumière d'août, le personnage du nègre se dégage d'une façon grandiose. Lorsque nous sommes devant ces ruines, ça signifie que nous sommes perdus dans notre histoire et que nous le sommes depuis longtemps. Je savais pour ma part que mes ancêtres étaient des Kebloutis et qu'ils descendaient de Keblout. J'ai donc, après l'indépendance, fait un voyage dans l'Est où on m'avait indiqué les survivants de ma tribu que j'ai retrouvés. Et puis, au cours d'une veillée, naturellement, on a parlé de Keblout. Et là, c'est une bribe de poème dans laquelle j'ai retrouvé l'essentiel. C'était Keblout, Saken, Tmagra ou Tout. Autrement dit, Keblout habite. Tmagra, c'est le nom de lieu, Tout, c'est le mûrier. Le cimetière et le tombeau de Keblout, c'était un pilier romain. Autrement dit, c'était une portion de pilier romain qui marquait l'ancêtre principal, et d'autres piliers romains, d'autres morceaux de piliers romains entouraient le premier. C'est ce que j'ai appelé le comité central des ancêtres. C'était vraiment comme une assemblée. Ainsi je vois Keblout, sous chaque pierre tombale, toujours dissimulant ses ailes de vautour pour un prochain voyage. Sa mort n'est pas certaine, on perd ses traces dans le désert, car les ancêtres sans mémoire signaient avec leurs pieds sur le sable des messages ouverts à tous les vents. Nous, comité central des ancêtres, nous sommes parfois tentés de parler à la terre, de dire à nos enfants, courage, prenez place dans les vaisseaux de la mort, venez rejoindre à votre tour l'armada ancestrale qui n'est pas loin d'avoir conquis et le temps et l'espace. Depuis le début, l'Algérie est dominée dans toute son histoire par une femme qu'on a appelée la Kahina, qui est notre héroïne nationale, la première, celle qui a résisté contre l'invasion arabe et qui a sillonné les montagnes de l'Aurès jusqu'à sa mort au combat, et qu'on traite encore comme une sorcière chez nous, puisque l'arabo-islamisme occulte nos véritables origines, notre langue, notre histoire, au point que cette héroïne nationale est... j'ai entendu une émission de radio chez nous, en réponse à une pièce que nous avions faite sur la Kahina, traiter cette femme de sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle s'opposait à la religion et à l'invasion étrangère. J'ai compris pourquoi les femmes m'attiraient de plus en plus. C'est parce que je crois que de tous les êtres opprimés, c'est les plus opprimés. Indépendamment même de la notion de classe, la femme est opprimée parce qu'elle est belle, tout simplement. Sa beauté, c'est sa fatalité. La première fois que j'ai compris qu'on était vraiment des cons avec ma femme, c'était avec ma mère. Ma pauvre mère, bon, quand on sort de la maison, quand on enlève son voile et qu'elle regarde un peu les arbres, je sais pas moi, la route ou le ciel, je lui disais, moi, allez, mets ton voile, merde, hein, j'avais honte, je voulais pas que je voulais faire l'homme avec ma mère, quoi, merde. Tu vois, je la brutalisais, je l'obligeais à remettre son voile. Et pourtant, personne ne l'a regardé, c'est la connerie. Je me rappelle très bien comment j'ai martyrisé ma propre mère comme ça.
La femme, la langue, l'histoire, tout ça est lié. En définitive, comment apprenons-nous notre histoire et notre langue? C'est par nos mères. L'enfant au début, bon, quand il balbutie les premiers mots, c'est par sa mère qu'il prend en contact avec la vie. Si sa mère est étouffée, si elle est écrasée, si elle est malheureuse, eh bien il sera lui-même malheureux. Et il la rendra encore plus malheureuse. Et il fera la même chose avec ses soeurs et sa femme. Quelqu'un qui va en Algérie, qu'il soit algérien ou étranger, il est toujours frappé d'une chose. C'est que les femmes sont absentes, elles passent très vite, souvent la tête baissée, elles sont souvent importunées et importunes. Quant aux jeunes, les enfants de ces femmes, on les voit le dos au mur, comme des vieux, les bras ballants, ne sachant que faire. Pas de travail, pas de distraction, rien. Une prison. Le pays est devenu une prison. D'après ce que je sais maintenant, le martyre du peuple algérien est devenu beaucoup plus difficile qu'avant. Beaucoup plus difficile qu'avant. Parce qu'à l'heure actuelle, une Algérienne, ou une Tunisienne, ou une Marocaine, ou une Africaine ne pourrait être appréciée à sa juste valeur que par un Européen. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire pour nous. Hein? Et c'est bien ce qui se produit. Cet aspect de l'homme, défenseur de tous les faibles, des déshérités, de ceux dont on dénie les droits, renforce son envergure d'écrivain. Une envergure d'écrivain qui nous questionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui reprochent de n'avoir pas écrit depuis très très longtemps. Bon, avoir déjà écrit Nejma, c'est immense. Et il y a des écrivains qui sont connus comme des auteurs d'une seule œuvre, n'est-ce pas? On reste un peu sur une fin avec l'œuvre de Kateb Yassine, c'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'il referme le tout pour nous donner quelque chose de fini. Et bon, alors il ne l'a pas fait. Moi, je trouve que ce n'est pas critiquable en soi parce que ça nous permet de fantasmer, de rêver en même temps de ce qu'aurait pu devenir Nejma, etc. Mais je trouve que c'est très beau cette absence de fermeture. Ainsi, perdant à flot mon songe apprend à nager. D'autres gamins plus héroïques apprennent la mécanique. Et je maudis l'armada paresseuse et pressée, les hommes résignés, l'obstination et la naïveté des banquiers. Je maudis ma futile passion de souffrir. Rêve sans aéroport, ouvrier sans armes, poète muet, peintre abstrait, ministre désabusé, duelliste blessé aux genoux, putain jovial et souteneur respectueux de la loi. Je vous maudis. Et la fin anachronique, et le froid malvenu, et le cadavre de Nejma, et la morgue du nouveau monde. Pour nous, à mon terre-à-terre, il faut crier, hurler, plus fort que les loups. Ceux qui veulent disparaître peuvent baisser le ton. Pour nous, il nous reste à gueuler avec patience. C'est pour cela que je m'échauffe, loin de Nejma, morte sans courage. Je ne peux aimer une muette. J'aime à chahuter le silence comme un jeune homme que je suis. Adieu donc, volontaire de la mort. Si l'art te refroidit, c'est que tu es éternel.